Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, de la grande visite en studio, Mathieu Bock-Côté qui est présent parce qu'il a dû venir à Montréal pour quelques rendez-vous. Donc, tu reprends ton avion ce soir pour retourner en France. Absolument. Ton pays d'accueil? Oui, un pays d'accueil ou pays où la mère patrie, mais le pays, c'est le Québec. OK. Et merci d'être venu en studio, Mathieu. Mathieu, là, t'es comme... Est-ce qu'il va falloir organiser un débat avec André Pratt? Parce que tu as écrit une chronique excellente en disant le Canada est indéfendable. Et là, André Pratt t'a répondu. Est-ce que vous échangez des messages régulièrement? Ah non, d'aucune manière. En fait, Pratt? j'ai déjà eu de l'estime pour André Pratt. Et autant où il était éditorialiste en chef de la presse, c'était pas du tout mon école de pensée, mais je trouvais qu'il faisait un travail. Il avait un souci du pluralisme à partir de la position qui était la sienne, c'est-à-dire le fédéraliste converti, parce qu'on sait qu'il a voté oui en 1995 et ensuite il a évolué, comme on dit. Et il a dirigé un livre à la fin des années 2000, Reconquérir le Canada, où il disait les Québécois doivent se réapproprier l'identité canadienne. C'est un tournant dans la pensée fédéraliste qui était incarné aussi par Philippe Couillard politiquement. Et là, cela dit, on le voit évoluer. Là, il a publié son rapport. Et là, je crois qu'il est passé, mais ça, je serais sévère, mais il est passé d'une volonté d'intellectualiser le fédéralisme québécois. Donc, prendre le relais de Claude Ryan comme intellectuel fédéraliste, il faut dire qu'ils sont pas si nombreux que ça à vouloir le job. Il est devenu un peu, je trouve, une pose de servilité absolue. C'est-à-dire là, le texte où il me répond hier, il y a une vision absolument idéalisée, sacralisée du Canada. Et au même moment, parce que les hommes se dévoilent quelquefois dans des formules entre de virgules, il nous dit, vous savez, le Québec, puisque quand on dit le Québec dans le Canada risque de perdre son poids politique ou alors si on veut sauver notre poids politique dans le Canada, il faut augmenter notre immigration. Et si on veut sauver notre identité culturelle, il faut accepter de devenir un joueur très mineur dans le Canada. Et là, il dit, mais il n'appartient qu'au Québec d'augmenter ses seuils d'immigration s'il le souhaite, d'autant qu'il doit cesser de se laisser apeurer par une capacité d'intégration très mal définie. Et là, c'est la nouvelle ligne des fédéralistes, nous expliquer qu'on peut accueillir autant de gens qu'on le souhaite parce que la capacité d'intégration est une fiction idéologique qui servirait en fait à limiter l'immigration au nom de préoccupations bassement identitaires. Donc, une bonne partie du il n'y a pas de vraie raison existentielle à dire, là, il ne faut pas trop en accepter. Exactement. Fondamentalement, l'immigration est toujours l'immigration massive, l'immigration toujours plus, toujours davantage. Il en faut. Et la notion de capacité d'intégration ou de capacité d'accueil est une notion qui serait sans fondement. Et là, c'est leur nouvelle manière... Voyons là, attends une minute, là. Mettons, t'as un verre d'eau devant toi. Eux autres disent, tu peux verser du colorant rouge dans le verre d'eau tant que tu veux. Le verre ne viendra jamais rouge. Oui, exactement. En fait, c'est exactement ça. Ouais. Et on peut ajouter un élément, c'est qu'ils nous disent, parce que ça vient aussi avec la question du français, les André Pratt et compagnie vont nous dire, le français ne va pas mal au Québec. Le français ne va pas mal. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une espèce de jeu, on joue avec les indicateurs, on en retient quelques-uns, on en efface d'autres, et au final, on propose une définition tellement minimaliste de la situation du français qu'au final, on nous dit, mais tout va très bien, de quoi vous inquiétez-vous? Donc, je trouve ça, et la pensée fédéraliste aujourd'hui, c'est le bilan qu'on peut faire de la semaine. On n'a plus d'autre chose à offrir que d'expliquer que finalement, le Québec va toujours très bien. Pour eux, il n'y a pas d'anglicisation de Montréal. Pour eux, il n'y a pas d'anglicisation de Laval. Pour eux, il n'y a pas de baisse du poids de la majorité historique francophone au Québec. D'autant qu'avoir le souci de cette majorité, ce serait une forme de suprémacisme ou de pensée discriminatoire. Et ils nous disent de la même manière, il n'y a pas de capacité d'intégration, c'est secondaire. Bon, mais quand on décide de se réfugier à l'extérieur de la réalité, tout devient possible. Par exemple, un Canada où le Québec pourrait s'épanouir. Et je vois ça et je trouve ça navrant. Puis leur dernière arme de la semaine, tu l'as vu avec le débat sur le budget de l'an 1, c'est la question de la transition. Donc, tout ce qu'il leur reste aujourd'hui, c'est nous dire la transition pour être difficile, la transition. Et là, tout ce qu'il leur reste finalement, c'est de dire il se pourrait qu'on paie le prix de notre audace parce que notre voisin nous le ferait payer. Il y a quelque chose là-dedans qui relève de la pensée servile, de la pensée soumise. Écoute, le dire, il n'y a pas de problème avec le français, c'est pour reprendre ton expression lunaire, c'est ne pas voir la réalité, c'est un déni de réalité. Et moi, j'ai vu récemment quelqu'un, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu au Québec, est arrivé au Québec en disant... Eh bon Dieu que ça a changé. Je me fais maintenant répondre tout le temps en anglais ou bonjour, hi, et tout ça. Cette personne l'a vu. C'est pas une histoire c'est pas dans notre tête. Là, non, bien sûr, mais en fait, et là, on nous explique que
l'expérience quotidienne est fausse. Alors ça, c'est une formule essentielle chez Orwell. Il dit, le propre de l'idéologie, c'est de nous expliquer qu'on ne doit jamais se fier à ce qu'on voit, à nos sens, à notre expérience. J'ai un ami qui a passé une semaine à Montréal ici, qui vient de Paris. À son hôtel, pas un mot de français. Impossible de se faire servir en français. Dans un hôtel, on s'entend, là. Donc là, c'est toute une série de petits et de grands indices comme ça. Il y a des statistiques. Les travaux de Frédéric Lacroix, il faut les mentionner, les rementionner, ils sont essentiels. Mais on fait tous l'expérience de cette dépossession, où le français est peu à peu, enfin, la majorité historique francophone, est peu à peu expulsé symboliquement, pratiquement, démographiquement de Montréal. Et là, on nous explique que c'est pas grave. Et moi, ça me fascine, parce qu'une chose qui m'a toujours intéressé, au-delà même de la cause québécoise, c'est comment les intellectuels, lorsque leur idéal est désavoué par la réalité, se réfugient dans une forme de fiction mensongère dans laquelle ils se blindent, ils se carapacent, ils n'en sortent plus. Et ça, c'est le propre de l'idéologie. Dans un livre que je vais bientôt sortir, j'appelle ça l'institutionnalisation du mensonge. Plus notre idéologie est désavouée, plus on s'y enferme parce qu'on y a tellement investi affectivement, culturellement, économiquement, qu'importe. On y a tellement investi qu'on ne pourrait pas en dire, finalement, je me suis trompé, sans avoir l'impression de s'automutiler. Bon, c'est pour ça qu'entre autres, les gauchistes qui ont défendu le communisme, Mao, etc., lorsque est arrivée la réalité en disant c'est un régime liberticide, ne le voyaient pas parce que pour eux autres, ça serait comme dire les 20 dernières années de ma vie, je me suis trompé. Exactement. Et là, c'est toujours la question que se pose, pardonne-moi, c'est toujours la question que se posent nos progressistes, plus largement les intellectuels qui s'engagent sous le signe de appelons ça du progressisme. Ils nous disent, si ça fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin. Donc, moins ça fonctionne et plus il faut aller loin dans la doctrine. Et là, il y a un autre argument. On va nous dire, c'est parce que des gens cherchent à empêcher l'avènement donc de ce monde idéal, le Canada idéal, par exemple. Et là, aujourd'hui, ou en Europe, sur la société diversitaire, on va nous dire pourquoi ça fonctionne pas. Parce qu'il y a des propagateurs de haine qui empêchent la société de pleinement accepter la diversité. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que des nationalistes identitaires enfermeraient les Québécois dans une version victimaire d'eux-mêmes. Puis quelquefois, ça s'appuie sur une forme d'inculture historique, mais exceptionnel. Hier, Antoine Dionne Charest, le fils de l'autre, le fils de Jean Charest, auquel François Legault n'aime pas être comparé. Et je comprends François Legault, mais qu'il fasse ce qu'il faut pour ne pas être comparé à lui. Antoine Dionne Charest, qui a manifestement une culture historique très limitée, dit « Les nationalistes québécois, ça fait 400 ans que vous annoncez que le peuple québécois va disparaître. » Il met ça sur Twitter. 400 ans? Ce monsieur croit qu'on s'inquiète pour le peuple québécois depuis les origines de la Nouvelle-France. Manifestement, il y a une catégorie qui est absente dans sa pensée. Ça s'appelle la conquête. Ça s'appelle les rébellions. Et donc là, c'est fascinant. Donc, on voit l'inculture. Ce type est incapable, Dionne Charest, de comprendre que le point tournant, c'est la conquête, la dépossession, la mise en minorité, le fait qu'historiquement, cette situation n'a jamais été corrigée et qu'elle s'est institutionnalisée dans les mœurs. Tout ça, c'est dans notre tête. Oui, puis il nous dit depuis 400 ans. Mais là, on se dit, mais vous êtes au courant que la Nouvelle-France, c'est pas une période que les nationalistes québécois maudissent. Vous êtes au courant que le moment de bascule dans notre histoire, selon l'École de Montréal, selon les bons historiens, c'est la conquête depuis 400 ans. Donc, je me suis moqué un peu sur Twitter en disant faisons de l'histoire comme Antoine Dionne Charest. Depuis 10 000 ans, les chrétiens vénèrent le Christ. Et puis, Napoléon, ce roi médiéval, a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Et là, j'ai même dit, Jules César était un riche et un abruti car il a franchi le Rubicon. Bon, alors là, je me suis amusé sur son dos, mais c'est parce qu'il y a quand même des limites à être inculte dans l'espace public. André Pratt, tu disais, tu l'aimais lorsqu'il était comme un intellectuel. Il est de plus en plus un politicien. Oui. Il a remplacé le discours rationnel, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais avec un discours de plus en plus émotif. Ce qui est en train de... Parce qu'il dit qu'il n'est pas intéressé à la chefferie du PLQ. Est-ce que tu le crois, ça? Ou... je pense que plus, ça, je le dis sans que ce soit méchant, il n'y a pas le physique de l'emploi au sens suivant. C'est que la politique, c'est pas la même chose que la vie intellectuelle. Donc, on imagine, c'est un truc... Ignatif fait de la politique. Stéphane Dion fait de la politique. Puis quand j'ai dit le physique dans l'emploi, je veux dire, quand il était au Sénat, à ce que j'ai compris, il trouvait ça quand même assez épuisant. Donc, la politique, c'est un autre métier que la vie intellectuelle. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que Pratt, ça ressemble un peu à Claude Ryan, en quelque sorte. C'est quand il était un éditorialiste, on pouvait être en désaccord avec lui, mais le lire, il trouvait qu'il y avait quelque chose à retenir de ça. Et il est devenu un idéologue. Et là, ce qui est très particulier, c'est que c'est un idéologue enfermé en lui-même, puis qui se coupe des faits. Quand il dit « Mon parti est très nationaliste », tu fais 5% chez les francophones. 5% chez les francophones. Est-ce que ça veut dire quelque chose, cette information? Est-ce que tu dois... Et là, on nous dit non.
Donc là, et là, on nous dit, leur argument, c'est oui, mais tous les Québécois sont égaux. Bien sûr que tous les Québécois sont égaux. Bien sûr que tous les Québécois sont également Québécois. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une donnée sociologique, démographique, identitaire importante dans le fait que seulement 5% des Franco votent pour vous, quand Balarama Holness, on le sait, dit, dans les régions, ça ne votera pas pour nous avant quelques années, il va falloir attendre que les changements démographiques bouleversent les régions pour que le Parti libéral puisse retrouver des appuis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va gagner. Ce que dit Holness, il parle comme Parizeau, mais sans Parizeau. Il dit, grâce au vote ethnique. Il dit, quand il va avoir un changement démographique dans les régions, là, le Parti libéral va pouvoir retrouver ses forces. Qu'est-ce qui fait que Laval, qui était autrefois une île qui votait bleu, votait rouge selon le pouvoir, maintenant, globalement, sauf exception, c'est plutôt quand même une forteresse libérale, c'est qu'il y a eu des changements démographiques significatifs. Que disait Christos Syros après le référendum de 95? Il dit, l'indépendance ne sera plus possible parce que l'immigration va structurellement l'en empêcher. Donc là, à un moment donné, on a toute une série de réalités, et là, quand on les souligne à André Pratt, il nous dit, ah, mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et puis, il se réfugie dans une posture morale. En fait, je le confesse, c'est pas un amour déçu, hein. Je prétends pas que j'étais un fan de lui, mais c'est une déception devant une intelligence qui a, pour demeurer à tout prix fidèle à la doctrine à laquelle il s'est converti, a décidé de rompre avec la réalité et rompre avec le devoir élémentaire de vérité. Tu parlais tantôt des penseurs progressistes qui s'enferment dans leur idéologie, qui se carapacent dans leur idéologie et qui ne voient plus la réalité, bon, c'est tout le temps leur idéologie qui prime. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de Mathieu Bock-Côté? Tu es un décliniste. Tu dis que tout était mieux avant, qu'on s'en va, on s'en va chez Liab au point de vue du Québec, au point de vue des valeurs morales de l'Occident, et que tu t'es carapacé, enfermé dans l'idéologie du déclinisme. Non, ben alors, on a tous un biais idéologique. On s'entend, là, puis il n'existe pas sur Terre un individu à ce point délivré de préjugés qu'il verrait le monde dans l'objectivité pure. On s'entend. Bon. Ensuite, il y a des discours, entre guillemets, qui sont plus vrais que d'autres. À un moment donné, il y a des thèses. Tout est relatif. Ben voilà, c'est-à-dire que là, si tout relève du ressenti idéologique des uns des autres, à un moment donné, il y a des thèses qui sont plus vraies que d'autres. Il y a des idéologies qui, à l'épreuve de l'histoire, ou des philosophies qui, à l'épreuve de l'histoire, ont livré des résultats plus féconds que d'autres. Le libéralisme a été plus fécond que le communisme, disons ça comme ça. L'indépendance des peuples s'est avérée historiquement plus féconde que l'idée d'un peuple soumis à une autorité impériale ou fédérale qui prend les grandes décisions pour lui. Je pense qu'on peut en constater. On fait l'expérience en Europe aujourd'hui de la société diversitaire, multiculturelle, et on voit dans les rues, c'est depuis le 7 octobre, des foules crier « Allahu Akbar ». Et là, c'est fascinant. Ça, je te donne l'exemple et m'a renversé. Allahu Akbar, là, OK, je comprends que ça fait partie de la prière dans l'univers musulman, mais dans le monde occidental, aujourd'hui, quand quelqu'un se fait sauter avec une bombe, il dit pas « Je vous salue Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Non, il dit Allahu Akbar, on comprend ce qui se passe. Bon. Et Marine Tondelier, c'est intéressant. Marine Tondelier, la leader des Verts en France, dit, là, parce qu'elle a vu les manifestations, elle dit Allahu Akbar pendant les manifestations pro-Hamas. Premier réflexe, elle dit j'aimerais qu'on soit capable de défendre la cause palestinienne sans dire Allahu Akbar, puisque c'est l'islamisation de la cause palestinienne. 24 heures plus tard, elle se fait corriger par le camp du bien, puis elle dit je me suis trompée, je m'excuse, c'est un Allahu Akbar, c'est une prière, c'est un cri d'amour envers le Seigneur, et je m'excuse de l'avoir critiqué. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit quelqu'un qui voit une partie de la réalité, mais qui se fait rappeler à l'ordre par le camp du bien, par les commissaires politiques de la vertu des temps présents, et bien je m'excuse, ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu finalement, et je vous dénoncerai si vous le voyez aussi. C'est intéressant. Écoute, j'ai vu sur les médias sociaux, bon, puis j'ai pas vérifié la véracité de ce vidéo-là, là, mais bon, supposément que c'est dans un marché, c'est au Pakistan ou en Afghanistan, il y a plein de gens, et il y a quelqu'un qui rentre puis qui crie Allahu Akbar. Je peux te dire qu'ils partent tous à courir, tout le monde, parce qu'ils savent, ils ont compris que ça veut dire Allahu Akbar dans un commerce. J'ai vu la scène, et il y a quelques fois, alors, je te donne une scène qui, elle, est sur les réseaux, on l'a vu. C'est Marion Maréchal. Marion Maréchal, figure de Reconquête. Là, on va me dire, vous citez quelqu'un de la famille Le Pen. Un instant. Je dis simplement son propos, peu importe ensuite l'histoire de sa famille. Son propos, parce qu'on lui dit ça dans un échange, je crois que c'est sur BFM, si je me trompe pas. On dit, vous critiquez Allahu Akbar, mais justement, n'est-ce pas le cri la prière des musulmans? Puis elle dit, excusez-moi, là. Puis elle les regarde toutes dans les yeux. Elle dit, si quelqu'un arrivait ici en disant Allahu Akbar, est-ce que vous vous cacheriez sous votre bureau, oui ou non? Et là, à un moment donné, il y a un moment de vérité. Écoute, et pour avoir... Oui. Mais ce qui se passe, le drame, c'est que depuis 30 ans, puisque ça commence à être récurrent, depuis 30 ans, tous ceux qui ont osé faire un diagnostic assez lucide sur les choses ont été extrême droitisés. Ils ont été diabolisés. Et là, au fil des ans, 15, 20, 30 ans plus tard, les gens disent, finalement...
C'est vrai ce qui se disait. Mais, là, on dit, d'accord, mais pourquoi vous avez traité d'extrême droite tous ceux qui ont nommé ces réalités pendant des années? Et là, oui, mais ils avaient tort de le dire à cette époque parce qu'à cette époque, c'était faux. Puis là, on en revient à cette formule dont on parle souvent, toi et moi, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Mais on nous dit aujourd'hui, finalement, que ceux qui se sont trompés il y a 30 ans avaient raison de se tromper parce qu'ils étaient moralement vertueux et ceux qui voyaient juste il y a 30 ans étaient coupables parce qu'en fait, ils voyaient juste pour de mauvaises raisons. Le résultat, c'est quand même que ça crie Allahu Akbar dans les rues en Europe aujourd'hui. Et qu'il ne s'agit pas, je le dis, d'un soutien à la cause palestinienne, qui est une cause fort légitime, 2 peuples, 2 États, mais d'un soutien à l'islamisation de la cause palestinienne par le Hamas, qui est quand même un peu différent. Écoute, j'ai lu un texte, on va parler de politique internationale 2 minutes, j'ai lu un texte dans le National Post ce matin que j'ai trouvé très bon. La personne faisait un parallèle entre Israël et la guerre en Ukraine. Il dit, est-ce que ça nous passerait par la tête lorsque l'Ukraine se défend et envoie des missiles en Russie, de blâmer l'Ukraine en disant, voyons donc, c'est vous les bourreaux. Ben non, on sait bien qu'ils ont été attaqués par les Russes et ils se défendent. Il dit, pourquoi on n'a pas ce réflexe-là pour Israël? Non, en fait, ce qui est particulier, c'est que dans la logique de l'esprit de l'époque, l'attaque du Hamas du 7 octobre n'est pas une attaque, c'est une contre-attaque. Dans la logique de l'époque, c'est un geste d'autodéfense. Barbare, certes, excessif, certes, mais un geste d'autodéfense contre une agression originelle. L'agression originelle, 2 versions. Soit c'est la création de l'État d'Israël en tant que tel, ou alors c'est l'extension d'Israël, mais il ne faut jamais oublier dans quelles circonstances Israël s'est étendu. C'est suite à des guerres où Israël a été attaqué. Israël a été attaqué, puis de ces guerres a résulté une extension territoriale, qui est probablement une mauvaise idée. Ben Gourion lui-même à l'époque disait, un instant, si vous intégrez des populations qui ne sont pas culturellement juives dans l'État d'Israël, ça va créer des tensions. Bon. Ariel Sharon le savait, qui n'était pas un ange à ce que j'en sais. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour nos progressistes, en fait, pour le camp pro-Hamas dans les circonstances, le Hamas n'a fait que se défendre. Donc, les terroristes du Hamas tuaient encore en Israël, qu'ils se solidarisaient avec le Hamas en disant c'est un geste d'autodéfense contre la nature criminelle de l'État juif, qui serait par ailleurs un État d'apartheid, un État raciste, un État colonialiste. Donc, peu importe les faits, le récit est déjà écrit. Peu importe les faits, ben c'est comme après le 11 septembre, je peux me permettre, après le 11 septembre, tout le monde qui a été à peu près un début d'humanité pleure devant ça, puis certains disent bien, très bien, les Américains l'ont cherché. Écoute, en terminant, il y a un antisémitisme totalement décomplexé. Écoute, à tous les jours, je lis des textes dans telle université, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ici dans les rues. Tu as vu, les organisateurs des manifestations se sont fait rappeler à l'ordre en disant on ne veut pas entendre de propos antisémites. Il n'y a pas loin de la critique d'Israël. Tu grattes un peu, puis derrière ça, c'est la critique du juif. Non, mais avec des nouveaux habits qui sont plus présentables. Mais tu as absolument raison. J'ajoute que c'est un antisémitisme d'importation, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas le vieil antisémitisme plongeant dans l'anti-judaïsme chrétien. Là, c'est un effet des changements démographiques qu'on connaît. Il faut juste pas se compter d'histoire là-dessus. Et on dit aujourd'hui, là, c'est le débat, il faut distinguer antisémitisme d'antisionisme. Un instant. Est-ce qu'il y a un autre peuple dans le monde dont on conteste le droit à l'existence nationale en disant, parce que votre gouvernement fait telles erreurs, ce qui est très, très vrai, très bien, eh bien, vous devez disparaître comme peuple. Quand on critique Viktor Orban en Hongrie, est-ce qu'on dit que les Hongrois doivent disparaître comme avec leur propre État national? Quand on critique en Pologne, est-ce qu'on dit que la Pologne doit disparaître? Il y a quelque chose de singulier avec cette idée que le peuple juif ne devrait pas avoir droit à l'État. Puis là, on le redit, il ne s'agit pas de dire que le peuple Israël peut tout se permettre. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Mais il s'agit de dire qu'il y a une solution à moyen terme, à long terme, pas à court terme, qui est celle des 2 États. Mais ça implique minimalement qu'on reconnaisse la légitimité de la cause nationale, de la cause juive. Mais elle n'est pas acceptée et on en paie le prix aujourd'hui. Écoute, bon vol, tu prends le vol. À ton émission CN... à CNews, je reçois Jérôme Fourquet, qui est un politologue et sondeur absolument remarquable. Il décrypte la France avec une finesse exceptionnelle. Donc je le reçois à la fois pour comprendre justement ce que dit de la France tous les remous en ce moment, puis chercher à comprendre ce que ça dit de la suite pour le pays, c'est-à-dire un pays qui quelquefois donne l'impression d'être en décomposition. On va regarder ça, bien sûr, le lien sur ta page Facebook. Merci, bon vol. Au grand plaisir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série « Les idées mènent le monde », un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.